des requêtes ad hoc pour répondre à des questions ponctuelles, ou soit également des requêtes qui sont des demandes récurrentes qu'on crée et qu'on va en général cacher, si je peux le dire comme ça, derrière des reports ou derrière des dashboards qu'on pourra présenter dans une cinquième étape. En général, on va avoir des outils style Tableau, Power BI ou QuickSight, justement, qui est la solution que AWS offre pour faire de la visualisation afin de pouvoir présenter une vue plus intuitive des données qu'on a. Donc, à chacune de ces étapes-là, AWS va nous offrir plusieurs solutions. Au niveau de... l'idée, c'est de savoir que AWS offre plusieurs services pour chacune de ces étapes. Ce tableau n'est pas exhaustif et je ne compte pas entrer dans les détails concernant chacune de ces solutions-là. Mais voilà, il s'agit de savoir que selon les différentes sources qu'on a, par exemple, à l'étape de l'ingestion, on va pouvoir utiliser des services comme DMS que vous connaissez déjà peut-être, qui va nous permettre, sans écrire de code, de connecter une base de données transactionnelle, par exemple, à notre data warehouse directement, afin de pouvoir, juste avec de la configuration, récupérer de la donnée. On va avoir Glue qui potentiellement va nous permettre d'automatiser des crawlers qui vont aller récupérer de l'information pour nous, soit dans des fichiers plats, soit dans des bases de données existantes également. Des solutions comme Kinesis, sur lesquelles va porter extensivement la démo, qui vont nous permettre de récupérer de la donnée en temps réel, et des solutions comme MSK également. Donc MSK pour Manage Kafka, une version AWS de Kafka. En termes de transformation, on va pouvoir utiliser les lambda functions qui sont intégrées avec la plupart des services de récupération de données de AWS, donc, où on va pouvoir faire soit le gros de la transformation, ce n'est pas forcément recommandé, vu qu'on est limité à du 15 minutes, mais peut-être ce filtrage ou ce cleaning initial dont on a besoin, ça, on peut le faire avec Lambda ou le faire avec Kinesis Analytics, le deuxième logo sans nom ici, donc on aura l'occasion de voir aussi. Ou si on est sur de grosses quantités de données qu'on a besoin de transformer en batch et qu'on vient d'un environnement Hadoop, pouvoir utiliser une solution comme EMR pour Elastic MapReduce, qui est juste, vous pouvez vous l'imaginer comme Hadoop, mais dans le cloud. Donc, tout ce que vous avez comme avantage sur Hadoop, mais transporté, si vous voulez, dans le cloud avec les avantages de ne pas avoir à gérer au serveur. Des serverless, quoi. Exactement. Okay. Ensuite, pour la course de stockage, vous aurez plein de solutions aussi. Vous pourrez partir sur soit une base de données relationnelle ou un data warehouse. Donc, la solution data warehouse de AWS est un Redshift. Donc, il va être une colonne, une base de données de type colonne avec un moteur qui est optimisé pour tout ce qui est requête analytique. Donc, il va vous permettre de brasser de grosses quantités de données, soit directement sur le disque de cette base de données, soit dans des buckets S3 pour pouvoir avoir la croisée de l'information et sortir des résultats analytiques assez costauds relativement rapidement. Désolé de te couper, Godson, mais j'ai l'impression que le PowerPoint, en fait, est toujours sur le plan. Je ne sais pas si tu as avancé entre-temps ou non. Oui, si vous avez mon écran là. Attends. Oui, là, en tout cas, je ne sais pas si c'est moi seulement, mais voilà. Donc, c'était bloqué sur le plan, en fait, sur le plan. Alors que je pense que tu parlais du cinquième. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que ouais. vous l'avez là? Oui, là, on l'a. On l'a. Ah, désolé, vous aviez le schéma avant que j'ai montré. Non, justement, on n'a pas eu de schéma avant. Désolé, On n'a pas eu de schéma avant. J'étais ici, c'est ici que j'ai expliqué les 5 différentes étapes. Désolé, okay. que vous avez Non, pu. c'est pas bien grave. On a suivi. Je pense que tu peux. De toute façon, je pense que la diapo également est disponible pour ceux qui veulent à la fin du talk. Donc, je pense que tu peux continuer. Ouais. Ok. Désolé pour ça déjà. Je continue. J'en au stockage là. Donc, j'étais sur cette page où je parlais pour chacune des étapes que je venais de présenter ici. C'était quoi les solutions qu'AWS offrait pour répondre à ces besoins-là. En termes d'analyse, on va pouvoir utiliser une solution qui s'appelle Athena, qu'on va voir dans notre démo aussi, qui n'est rien d'autre que un moteur Presto qui va nous permettre de faire des requêtes SQL directement sur des fichiers plats dans S3. Donc, comme si on faisait du SQL sur une base de données, donc de manière complètement transparente pour nous.
Et finalement, en termes de visualisation, la solution phare de AWS, ça va être QuickSight, donc qui, comme je l'ai mentionné avant, va être l'équivalent in-house de Power BI ou de Tableau, mais hébergé et managé pour nous par AWS. Cool. Bon, heureusement qu'on a pu résoudre le problème avant d'arriver à la partie intéressante de qui est la démo. Donc ça, c'est une vue rapide de ce qu'on va avoir de ce à quoi va ressembler notre démo. Okay. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, il va s'agir d'une démo interactive. Donc, l'idée ici, c'est que vous, en tout cas, ou que tous ensemble, avec un bot Telegram que j'ai mis en place, nous puissions envoyer de la donnée, donc des messages textes dans le cloud AWS. Je sais pas si on a un message là. Donc, directement à Kinesis Stream et qu'on puisse, dans un premier temps, donc sur la partie droite que vous voyez, avec Kinesis Data Analytics, faire une petite démo d'analyse au fil de l'eau. Et dans un deuxième arc de cette pipeline, celui qui vient vers le bas du coup, pouvoir récupérer cette donnée, l'entreposer dans S3 et donc faire des requêtes ad hoc en utilisant Athena, qui, si vous le rappelez, c'est le moteur Presto qui nous permet de faire des requêtes SQL directement sur du fichier plat, mais également afficher des visualisations dans QuickSight. Donc, avec un peu de chance, vous avez autant hâte que moi, vous êtes prêts à participer. C'est sûr. Je pense que ma présentation a quelques problèmes, donc je vais juste continuer comme ça sans être en plein écran. Okay. Alors, est-ce que tout ça a été mis en forme? C'est principalement du Terraform et le bot a été construit en utilisant une solution qui s'appelle le Serverless Framework. Vous connaissez peut-être déjà, mais en gros, c'est un framework qui va nous permettre de faire du déploiement multi-cloud. D'ailleurs, ce n'est pas limité qu'à AWS d'applications serverless, en gros. Donc, derrière, ce que ça va nous générer, c'est une fonction lambda avec les permissions, les rôles, IAM, les intégrations, différents services dont nous avons besoin, mais avec beaucoup moins de code. Et voilà, donc ça, c'est la stack technique derrière le projet. Je vais peut-être vous montrer dans Visual Studio vite fait soit à quoi ça ressemble. Donc, en termes d'infrastructure, ça va être une partie ingestion, donc comme je l'ai montré, une partie stockage, une partie traitement, une partie visualisation. Et tout ce qui est application, ça va être créé là. Donc, avec un seul fichier relativement petit, on peut créer le bot que j'ai déployé dans une fonction lambda et auquel vous allez pouvoir avoir de l'information. Donc, si vous êtes prêt à commencer la démo, je vais vous inviter à scanner ce code QR que je vais laisser sur l'écran quelques secondes. OK. 2 secondes. Donc, il se scanne depuis l'application de messagerie Telegram. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse l'avoir parce que si on n'a pas de message, on n'aura pas de... On doit scanner à partir de Telegram, c'est ça? Oui. OK, depuis Telegram. Normalement, si vous avez déjà l'application et que vous avez une autre application de scan de code QR, vous devrez pouvoir tomber dessus directement. OK, donc je fais ça. OK. Oui, c'est ça. Ça tombe directement sur Telegram, ouais. Parfait. Stackbox. OK. Écoute, moi, je pars du coup en console en me disant que tout le monde là actuellement. On va pouvoir revenir donc à l'architecture qu'on va explorer pas à pas. Premièrement, on va peut-être aller regarder vite fait le bot Telegram qu'on va avoir. Donc, il va être dans Lambda ici. Bon, je m'avance peut-être un peu. J'estime que tous ceux qui sont là, ils ont quand même des notions plus ou moins basiques de AWS. Mais je suis arrivé ici en cherchant Lambda, donc il va être notre solution, pour le déploiement d'applications serverless, donc dans laquelle je déploie mon... Encore une fois, là, tu projettes quel écran? Tu es dans Visual Studio? Non, là, je suis dans mon navigateur. Ah, là, nous, on voit toujours la présentation et l'architecture démo de ta présentation. Intéressant. Je partage l'écran entier, pas qu'une fenêtre. Je pense que tu es sur l'autre écran. Ah ouais, je m'étais mis en mode window, donc screen one. J'espère ça devait être bon maintenant. Là, c'est bon, oui. Parfait. Effectivement. Alors, ça, c'est mon bot Telegram, du coup, que vous venez de scanner. OK. Qui a été connecté tout simplement à un API Gateway sur lequel on envoie des requêtes curl, du coup, avec ce que vous envoyez comme message.
Et lui, en fait, il va être connecté à notre stream Kinesis qui va récupérer de l'information pour nous. Donc, là, si je veux juste m'assurer, vous pouvez commencer à envoyer des messages. On ne les verra pas forcément là. Et là, si je vais par exemple dans CloudWatch, je pense que je vais garder le log. Le groupe ici. Voilà, pour le bot, ce sera juste pour voir que bien à 21h54, ok, j'ai commencé à avoir des appels. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui ont envoyé des messages. Donc, on s'assure comme ça qu'on commence à récupérer de l'information au moins. Donc, la prochaine étape, donc, ce qui concerne vraiment notre pipeline, on va partir d'un Kinesis pour l'avoir. On va avoir dans Kinesis, en gros, c'est une famille. Kinesis, ça va être une famille de services qui vont permettre de la récupération et du traitement de données en temps réel. Donc, ça, c'est mon stream, en gros, qui récupère actuellement toute la donnée que vous envoyez. Et en gros, un stream, c'est juste, vous pouvez l'imaginer comme un tuyau qui va récupérer nos données. Il a on peut configurer un certain nombre de choses que j'avais déjà configurées, notamment une période de rétention, combien de temps on veut que les données qui sont envoyées dedans soient maintenues avant d'être supprimées, la quantité de données que ça peut ingérer. Donc là, je pense je suis en mode on-demand, mais vous pouvez spécifier ça en nombre de shards. Et les shards, en gros, ça va être les unités de mesure dans votre tuyau dans lesquelles vous pourrez écrire par shard 1 méga de données, lire 2 mégas de données. Donc, si vous avez une idée claire de quelle quantité de données vous voulez écrire dans votre tuyau, vous pouvez le spécifier ou le laisser également on-demand, ce qui veut dire qu'il va scaler up and down selon la quantité de données qui arrive. Parfait. Donc, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à notre premier arc. Donc là, je suis là, tout à droite, donc dans Kinesis Data Analytics, donc qui nous permet de créer des applications. Donc, ça peut être des applications SQL ou des applications notebook. Donc, dans ces applications notebook-là, elles vont être basées en fait sur des deux technologies principales, donc Zeppelin et Flink. Donc, Flink, c'est une solution de l'écosystème Hadoop aussi, si on veut, qui permet de faire du traitement en temps réel. Vous pouvez penser à du Spark, mais il ne fonctionne pas en micro-batch. Donc, Flink, c'est vraiment du traitement au fil de l'eau, contrairement à Spark qui va faire des micro-batch et traiter. Donc, si vous voulez vraiment être à la seconde de traitement, au plus proche du temps réel, c'est ce qu'il vous faut. Et Zeppelin, qui est une technologie de notebook dynamique que vous allez pouvoir voir. Et donc, dans cet environnement, il nous permet de créer des notebooks similaires à des notebooks Jupyter dans lesquels on peut traiter les informations qui nous arrivent. Donc là, moi, j'ai quelques notebooks qui ont été créés ici. Je ne pense pas que ce soit celui-ci. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Ouais, je pense que c'est celui-ci. Donc, comme vous le voyez, on peut directement dans le notebook créer des tables directement sur les données qui sont en train d'arriver. Donc là, ce que je fais tout simplement, c'est de créer, par exemple, dans cette première partie du notebook, une table avec donc le nom de l'utilisateur et le nom du message qui vient d'être envoyé. Je mentionne d'où est-ce qu'il doit récupérer cette donnée-là. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-ci de Kinesis, le nom du stream que je vous ai montré plus tôt et également, les tests, ça va être pour tous les messages qui sont en train d'arriver là actuellement. Donc, là, j'exécute ça, il devra me dire que ça existe déjà, parce que c'est un notebook que j'ai déjà fait tourner, donc sur lesquels cette table a déjà été créée. Mais une fois que cette table a été créée, vous pouvez voir que ici, en indiquant qu'on veut utiliser un interprétateur SQL de Flink, on peut commencer à requêter les données qui sont dans le stream Kinesis, comme si c'était une table en fait SQL. Donc, une fois que ça c'est fait, par exemple ici, je vais parcourir le notebook, ensuite je vais les lancer et vous allez pouvoir recommencer à envoyer des messages pour voir comment tout ça fonctionne. Et ici, pareil, on peut faire la même chose, c'est une requête un peu plus compliquée, vous allez voir en gros ce que ça donne comme résultat tout à l'heure. Ok, comme je m'y attendais, il me dit que ça existe déjà. Donc, je vais juste lancer cette partie-là aussi. Et je vous dirai quand il faut recommencer à envoyer des messages. On peut faire du processing donc, dans le même notebook. Là, vous pouvez envoyer des messages déjà.
Donc, dans le même notebook, on peut faire du processing avec du SQL ou avec du Python également. Donc, j'ai un code Python ici que j'avais très vaillamment commencé à rédiger pour cette démo, mais voilà, qui pour l'instant ne fonctionne pas. Donc, on va s'en tenir à la partie SQL. Mais là, l'idée, c'est de voir comment, en temps réel, on peut faire du processing sur ce que vous enverrez comme message. Normalement, si vous êtes en train d'envoyer des messages, là, actuellement, bah, c'est des choses qu'ils devraient pouvoir récupérer, afficher ici. Je sais que parfois, il y a un petit... Décalage. Ouais. Donc, j'ai une nouvelle LLM, Real-Time Messaging, bah, Olivier Ping-Pong, très original comme message, merci. Donc, vous allez pouvoir... Bah, ça, c'est juste de l'affichage qu'on fait, vous voyez. Ah ouais, d'accord. Olivier, il est chaud pour faire. J'ai déjà eu des gens qui ont envoyé des vidéos. Tu as fait un LOM, il somme bien Donc, gros. comme vous le voyez ici, là, par exemple, la deuxième requête que j'ai faite, bah, c'est une requête qui choisit par utilisateur qui a envoyé des messages, le nombre de messages que chaque utilisateur a envoyé. Donc, au fur et à mesure que vous en envoyez, si vous continuez à le faire là, faites-vous plaisir, hein. Vous devrez pouvoir voir le compte de nombre de messages que vous avez envoyés là qui change. Et ce n'est pas seulement du texte que vous pouvez afficher, mais vous allez pouvoir afficher transformer le résultat de ces requêtes SQL en visualisation également. Donc, juste en cliquant sur cette gueule-là pour utiliser certaines visualisations classiques. Et comme vous le voyez, c'est des visualisations qui changent de manière dynamique aussi au fur et à mesure que Ça, j'arrive. Ouais, au fur et à mesure que ces données arrivent. Donc, vous pouvez imaginer la quantité de trucs que vous seriez potentiellement en mesure de faire. Ça, j'en parlais dans les use cases, notamment des dashboards de monitoring qui, au fur et à mesure que des données arrivent dans votre système, permettent de voir en temps réel ce qui est en train de se passer. Et ça c'est possible grâce à la technologie de Zeppelin. Donc, vous pouvez le modifier, en faire d'autres types de diagrammes aussi, hein, qui changeront aussi, évidemment, selon ce qui arrive. Donc là, juste pour vous montrer, on peut passer en mode... où est-ce que j'ai ça? Alors, ça va être ici. Ça, là, on est en mode simple. Donc, le mode simple, c'est le mode où on va créer, nous, maintenant, ces box-là et les exécuter, avoir les résultats. On peut passer en mode report, ce qui est très intéressant parce que ces notebooks-ci sont partageables. Donc, si je passe en mode report, ce que je peux faire, c'est partager ce notebook-là avec quelqu'un, juste avec peut-être que je peux mettre un DNS pour que ce soit un peu moins barbare. Pour que, voilà, si j'ai de la donnée, vous imaginez quelqu'un, bon, on va rester dans l'exemple de Telegram, qui veut savoir quels sont les 5 utilisateurs qui envoient le plus de messages là actuellement. Je lui partage juste ça. Il n'a pas à savoir le code qui est derrière, mais juste avec les résultats qui changent automatiquement, soit en tableau, soit en visualisation. Lui peut avoir un suivi en temps réel, en fait, de ce qui est en train de se passer dans son système. Et ça, on peut le faire pour l'afficher juste là, ou on peut le faire, traiter ces données et les dump ensuite, soit dans un autre tuyau ou un autre stream, Système de gestion vers une autre destination également. Okay. Mais voilà, l'idée d'utiliser Kinesis Data Analytics, c'est vraiment le côté, on traite au fil de l'eau, au fur et à mesure que la donnée arrive, avant de la récupérer ailleurs, en fait. D'accord. Ça, c'est le premier arc de notre démonstration. Maintenant, on va aller un peu plus bas. Ça, on était à droite, là, tout à l'heure. Oui. Au-delà de traiter les données en temps réel, ce qu'on peut faire également, c'est leur connecter une autre branche des services Kinesis qu'on appelle Kinesis Data Firehouse, qui nous permet, en gros, elle nous permet de récupérer les données qui sont dans un stream et de les dumper dans une destination donnée. Donc, dans ce cas-ci, on les dump dans S3. Mais vous pouvez imaginer également que ça pourrait être une destination Redshift, donc le Data Warehouse, par exemple, et qu'une fois que vous avez fait votre traitement en temps réel, parce que peut-être que vous avez besoin de quelques chiffres chauds pour prendre des mesures ou prendre des actions sur le moment, maintenant, vous pouvez peut-être faire sur toute la journée des messages qu'on a reçus, des analyses un peu plus poussées. Vous allez potentiellement utiliser un delivery stream, donc il y a différents data streams, que vous allez configurer avec une source. Donc, la source ici, ça va être le data stream dans lequel vos données sont en train d'arriver. Et la destination va être un bucket S3. Donc, en l'occurrence, le bucket S3 qui a été spécifié là. Donc, on va juste pouvoir aller regarder ça tout à l'heure. Mais juste pour donner 2-3 détails en plus sur les delivery streams, quand on les crée, il y a des... je sais pas, il reste 3. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Donc, ce qui va nous intéresser ici, ça va être
le fait qu'on peut transformer des records directement dans ces delivery streams-là. Donc, avant de les dumper dans S3, il y a moyen qu'on configure une transformation, on va dire peut-être, de tout ce qui arrive comme message, filtre avec une fonction lambda et ne récupère que les messages qui ne contiennent pas le rem ipsum dolor, par exemple, ou en tout cas les messages qui ont l'air d'être des messages genuines. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir configurer. Et à part ça, on va pouvoir configurer voilà, le size du buffer. Le buffer, en quoi ça consiste? C'est la quantité de données ingérées après laquelle il dépose. Parce qu'on ne dépose pas avec Firehose au fil de l'eau. Donc, l'idée, c'est une fois qu'on a 5 mégas de données, donc si les messages que vous avez envoyés dans le stream atteignent une taille de 5 mégas, ben, on va les déposer. Ça peut être configuré jusqu'à 128 mégas ou 300 secondes. Donc là, on est en 60 secondes, donc 1 minute. Et je crois que là, c'est 5 minutes, 5 fois 63, 100, donc 15 minutes. Donc, entre 1 minute et 15 minutes également. Donc, la première des deux conditions être atteinte va déclencher un dump dans votre destination. Donc, dès que j'ai 100 mégas, il va créer un fichier pour moi, le déposer dans ma destination. Donc, ça, c'est juste pour mentionner quelles sont certaines des configurations que vous pouvez faire quand vous créez votre delivery stream. Et pour justement aller voir ce qu'il dépose, on peut retourner dans le bucket ici. Peut-être le faire d'ici, comme ça. Voilà, on est sûr que ça, c'est le bucket qui s'appelle Telegram Messages. On arrive ici, donc il est partitionné pour nous. Et on va voir que dans le mois de juillet, le 19, dans l'heure du... Bon, j'espère que vous avez... Bon, au pire, on prendra que les trucs de 20 heures. Et donc, on aura... Ça, c'était mes tests à 20 heures, du coup, donc 21 heures, parce que là, il compte le temps, il est en GMT. Donc, il va dumper ici, donc pour chaque 5 mégas selon ce qui est configuré, ou pour chaque 5 minutes qui sont passées. Ouais, dans ce cas, 5 minutes qui sont passées parce qu'il a été envoyé comme fichier. Là, si on télécharge ça, vous allez pouvoir voir que ils vont contenir certains des messages que vous avez envoyés. Là, si je fais, il faut avoir pour l'utilisateur Noël, je pense. Désolé que le UTF-8, il est haché ton nom. Mais voilà, les messages que vous avez envoyés vont pouvoir terminer ici. Et donc, au-delà de pouvoir les stocker en fichier JSON, ça c'est mignon, mais ce qu'on va pouvoir faire d'intéressant, une fois qu'on a ces données-là, j'essaie de retourner sur mon architecture, dans notre S3, donc, qui sont arrivées grâce à la configuration qu'on a fait dans Firehose, ça va être de pouvoir les requêter directement avec la solution qui s'appelle Athena. Donc, Athena, pour y accéder, c'est tout aussi simple. Je tape Athena, j'accède au service. Et comme par surprise, j'ai des requêtes qui m'attendent. Je ne sais pas qui les a mis là, mais on va pouvoir en profiter. Donc, ce qu'on peut faire, c'est créer des tables externes. Donc, c'est comme des tables d'une base de données, sauf que Athena, ce n'est pas une base de données, c'est juste un moteur. Donc, une base de données en général, c'est du stockage et un moteur. Bon, pour simplifier. Mais Athena, imaginez-vous que c'est juste la partie moteur et tout le stockage se fait dans S3. Donc, pour cela, les tables qui sont créées dans Athena sont considérées comme des tables externes que vous allez pouvoir nommer, donc spécifier les colonnes qui sont potentiellement identiques à ce que vous avez dans vos fichiers plats, spécifier où sont les fichiers plats sur lesquels on veut créer cette table-là, et spécifier également le type des fichiers. Donc, dans ce cas-ci, c'est des fichiers JSON, je ne l'avais pas mentionné, mais dans votre delivery stream Firehose, vous pouvez également configurer pour que les fichiers soient disposés sous forme de CSV, de ORC, donc vous pouvez changer le format là. Donc là, on va créer notre table. Je vais juste exécuter cette requête qui fonctionne correctement jusqu'alors, pas pour me déplaire. Donc, on va avoir notre table qui existe ici, User Messages, avec le nom de l'utilisateur, les messages. Donc, vous allez pouvoir récupérer les fichiers plats qu'on vient de déposer là. Je vais pouvoir faire une requête SQL toute simple, select all from le schéma, le schéma que j'avais déjà créé, la table que je viens de créer, et récupérer certains des messages que vous venez d'envoyer. Donc, comme vous le voyez ici pour ULM, hello, vous pourrez ensuite faire des queries relativement puissantes parce que là, on est sur 2-3 messages, c'est mignon, mais voilà, vous pouvez vous imaginer sur de grosses quantités de données, pouvoir faire des queries assez puissantes ici et également pouvoir profiter de tout ce qui est partitionnement. Donc, comme vous l'avez vu, on a des trucs qui ont été déposés dans des dossiers par date, par heure. Donc, également par ces partitions-là pour ne scanner exactement que les sections qui vous intéressent. Donc ça, c'est du gain de temps, c'est du gain
d'argent parce que vous êtes facturé à la quantité de données scannées quand il s'agit d'Athena également. Et donc, ça, vous allez pouvoir faire toutes sortes de requêtes ici. Je suis sur des requêtes relativement simples, hein, mais l'idée, c'est de démontrer le concept. Et ensuite, au-delà de ça, ce que je vais pouvoir faire également, ça va être d'agréger ces données-là et de les visualiser dans la solution de... Ah, je vais le faire dans le nouvel onglet. Bon. Dans la solution de visualisation de AWS qui s'appelle QuickSight. Donc, QuickSight, en gros, imaginez vos tableaux, mais sur AWS. Bien plus puissant, évidemment, parce qu'ils ont leur propre moteur d'exécution de requêtes analytiques qui sont affichées par les dashboards également, qui s'appelle Spice. Je ne me rappelle plus trop la définition, je pense que c'est parallèle, quelque chose compute, mais bon, je ne vais pas mentir. Olivier se rappellerait qu'il va vous passer l'info dans le chat. Mais en gros, ils ont leur propre moteur d'exécution, Spice. Et en gros, Spice, ce qui est important de savoir avec QuickSight également, c'est que QuickSight ne brasse pas de l'information directement des sources, donc soit de Redshift, Superfast Parallel In-Memory Calculation Engine. Merci beaucoup, Olivier. Il n'y avait pas moyen que je m'en rappelle là sur le coup. Donc, ce que vous allez faire en général quand vous voulez afficher ou processer de l'information dans QuickSight, ça va être de créer des datasets. Donc, quand vous créez des datasets, là, je vais sur New Dataset, vous pouvez voir que vous avez plein de sources qui sont des services AWS ou pas. Donc, vous pouvez choisir comme source déjà un endpoint d'une solution Salesforce que vous avez, par exemple, entre autres solutions, Jira ou GitHub. Nous, dans ce cas, la source qui nous intéresse, c'est S3. Donc, quand je choisis S3, par exemple, il me dit de nommer ma source, je vais dire démo, lomé, message. Et il me demande d'uploader un fichier manifeste, en gros. Donc, je vais pouvoir récupérer un fichier manifeste ici, donc que j'avais déjà créé en gros. Tout ce que le fichier manifeste contient, là, je vais le montrer un peu plus gros. Je l'ai gardé là. Tout ce qui contient, en gros, c'est un format qui a été défini par QuickSight où vous pouvez spécifier une liste de préfixes, donc où sont vos données, en gros, que vous rechargez dans le dataset. Donc ici, on a bien le 17, 18. Là, je vais mettre 20 parce que c'est les dernières données. Et tout ce que vous continuez d'envoyer potentiellement ira là. Et également le format. Donc, tout comme dans Athena, il a juste besoin de savoir où sont vos données et sous quel format elles sont. Donc, ce que je spécifiais avant, donc, là, je ne sais pas si j'ai enregistré, non, j'enregistre juste ça. Je sélectionne ça. Donc, ce que je spécifiais avant, c'est que quand je fais la connexion et que je upload ou je crée le dataset, ces données-là sont extirpées de S3 et elles sont ramenées dans mon environnement Spice. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai 10 gigas de stockage Spice disponible. Donc, chaque fois que je vais rendre des analyses, en gros, dans QuickSight, ça ne va pas rebrasser à nouveau mes fichiers que j'ai sur S3, mais c'est des fichiers qui sont ramenés ici. Et du coup, selon le type de licence que vous avez, vous aurez une quantité de stockage dédiée. Ça, vous n'aurez pas à repayer pour ça, comme pour Athena qui scanne à chaque requête les fichiers dans votre bucket S3. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai chargé mon fichier pour pouvoir faire des visualisations assez sympas. Ou si, ici, par exemple, je choisis, je vois qu'il est en train de charger la dimension message quand même. Bon, là, il m'a juste mis par les utilisateurs, par exemple. Là, non. Ouais, toi, là. Je vais pouvoir retrouver des visualisations pareilles à celles que j'aurais dans Kinesis Data Analytics ici. L'idée, c'est que c'est un outil quand même de visualisation. Donc, on a plus d'opportunités, de choses à faire ici. Par exemple, si je choisis les messages et que je mets un word cloud, par exemple, ça, c'est des trucs qu'on ne pourrait pas, en l'occurrence, faire dans Kinesis Data Analytics, que je peux faire ici. Et l'idée vraiment de Kinesis Data Analytics, c'est de faire d'avoir cette vision en fil de l'eau là. Mais ici, c'est des données qui ont peut-être été accumulées sur plusieurs heures, une journée, un mois, que je charge ici pour avoir des insights avec un peu plus de recul et pour lesquels je n'ai pas forcément besoin de prendre des actions dans l'immédiat. Donc, n'étant pas un data analyst ni un expert des visualisations, tout ce que je vous ferai comme visualisation se limitera à 2 bar charts et un word cloud, mais j'espère que ça vous aura donné également une idée de comment QuickSight ça fonctionne, comment une fois qu'on a des données dans S3, on peut les charger
et rapidement les visualiser ici. Donc, designer tout ce qui nous intéresse et évidemment, plus tard, le sauvegarder et le partager également, le télécharger d'ailleurs. Et pour revenir à ma slide, je pense que je suis encore dans mes temps là. Là, j'en étais, là, vous avez scanné ça, deux des environnements où moi j'ai eu à utiliser des solutions pareilles. C'était dans ma toute première expérience en tant que data engineer avec AWS, donc où j'étais dans une boîte où on faisait de la surveillance d'usines de production de gaz et d'huile. Donc, des usines d'une certaine taille où nous, on avait créé une solution de monitoring avec des senseurs qui récupèrent de la pression, de la température, de l'humidité, de la turbidité, plein de senseurs en fait. Et on avait avec Kinesis Data Analytics une surveillance en temps réel de ces facteurs. Par exemple, c'est de très, très grosses usines. On ne peut pas avoir des gens qui monitorent tout ça pour que, voilà, si on considère que la pression est en train d'évoluer de trop dans une turbine, par exemple, ou que la température augmente au-dessus d'un certain threshold dans nos dashboards de surveillance en temps réel, on sait qu'il y a un risque d'accident et on peut prendre action directement. Et ensuite, dans ce qui était, ça, c'était ce qu'on faisait en temps réel. Et tout ça a été récupéré ensuite pour que voilà, on puisse observer peut-être sur une journée, c'est quoi les moments où on a des écarts, en tout cas de la baseline, des valeurs qu'on récupère peut-être pour détecter des anomalies et faire aussi du machine learning avec ces données-là pour prédire s'il y a des risques qu'il y ait un accident, soit par explosion, soit par overheating dans l'usine au bout d'un certain temps, parce qu'on se rend compte que sur un mois, on a des températures qui évoluent lentement mais sûrement, mais que voilà, le traitement en temps réel ne nous permet pas forcément de voir. Et le clickstream que j'ai utilisé dans ma dernière expérience avec AWS dans mon ancienne boîte, où on avait, avec Kinesis, on avait plugué sur Kinesis donc un certain nombre de plugins JavaScript qui récupéraient les événements ou les actions de nos utilisateurs sur une application de vente en ligne et sur le site web également. Donc, où on récupérait de l'information en temps réel qu'on refourguait dans désolé pour le terme, dans un système marketing, en fait, où on pouvait voir selon si l'utilisateur passait plus de 5 secondes, tant qu'on estimait anormal à regarder un produit, lui envoyer une notification pour dire si vous l'achetez maintenant, vous avez 10% de discount, par exemple. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites avec Kinesis Data Analytics ou même juste en traitant avec une lambda ce qui arrive dans Kinesis en temps réel. Et sur la deuxième partie de traitement de données froides, reconstituer des sessions utilisateurs pour voir quand l'utilisateur démarre une session avec les données clickstream. Ensuite, combien de temps est-ce qu'il passe, combien de sessions s'il crée, est-ce que les nouvelles ventes qu'on lance ont des effets sur le fait qu'il revienne et qu'il passe plus de temps, des métriques comme ça. Donc, avec ça, le côté technique et certaines applications pratiques de ma présentation se terminent. Et j'ai partagé déjà ce document avec Daniel. Donc, l'application Telegram, il y a un tuto assez simple pour le faire. Franchement, il y en a qui passent et se disent, ah ouais, non, mais c'est le truc le plus facile à faire de tout ce qu'on vient de montrer là. Donc, je montre le lien pour le refaire si vous êtes intéressé. Et voilà, une partie des codes que j'ai utilisés dans Kinesis Data Analytics aussi pour produire les tableaux en temps réel et les visualisations, c'est disponible dans la documentation de AWS qui est disponible là. Donc, ça, c'était tout pour moi. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Merci beaucoup, Godson. Merci pour ta présentation. Donc, comme ça a été dit, je rappelle que je partagerai la présentation avec ceux qui veulent. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Je mettrai l'adresse mail dans le chat tout à l'heure pour envoyer un message si vous voulez la présentation. Donc, je vous l'enverrai. Comme ça, j'aurai également votre adresse mail pour pouvoir vous l'envoyer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre les questions dans le chat pour ceux qui veulent, ou bien vous pouvez juste lever la main. Et puis vous aurez la parole pour poser votre question. N'hésitez surtout pas. C'est pas la partie où Olivier il essaie de me poser une colle normalement. Il réfléchit là, je vois qu'il Même pas. Non, mais c'est vrai. Moi, la data, c'est pas mon. Moi, je suis dev pur. Je
pas trop de data, mais j'ai fait plein de messages sur Telegram. Ah. J'ai même essayé de voir si ça crachait, si j'envoyais un GIF et tout, voir si. Non, je me suis contenté de les virer. Mais t'inquiète, j'ai eu la totale. Je pense que cette démo, je l'ai fait pas mal de fois. J'ai eu des gens qui ont envoyé des vidéos, des images. Donc, bon, je suis rodé là, je m'attends à tout. Des questions, n'hésitez pas, hein, des questions. Ou bien vous avez un use case et il y a une partie, par exemple, qui manque dans la use case, vous aimeriez savoir comment ça peut être fait, n'hésitez pas, hein. N'importe quel type de question. En attendant, moi j'ai une question par rapport à déjà par rapport à ton premier use case. Ouais. Tu as parlé de limites de thresholds. Je veux savoir en fait comment c'est défini. Est-ce que c'est toujours dans les différents services que tu as utilisés, c'est-à-dire Athena, QuickSight, est-ce que c'est là ou bien c'est où est-ce que tu définis les thresholds en fait si tu veux avoir des réactions par rapport à certaines métriques, comment tu gères ça? Alors ça, c'est vraiment des considérations métiers, hein, parce que c'est à nous de Ok, dire bah, si la température, par exemple, elle est supérieure à, par exemple, bah, je sais pas, à 120 degrés Celsius, c'est que voilà, à un moment donné, peut-être l'usine elle a un risque de quoi que ce soit, mais ça, c'est des trucs que tu peux mettre que nous mettions typiquement dans le code de notre notebook de traitement qui nécessite Data Analytics. Et ok, qui, c'est un quoi? C'est un lambda par exemple ou non, en fait, c'est juste une instantiation de SNS, en fait. ok, Donc, c'est un email qui est envoyé où, voilà, là, on a une information sur le fait que ça, c'est en train de se passer. Ça, c'est l'utilisation qu'on en a faite. Je pense que, en tout cas, ça, c'est pas fait comme moi, j'étais dans la boîte. L'idée, c'était de créer une application de monitoring on top of this pour qu'on puisse envoyer des notifications push. Mais là, pour l'instant, c'est vraiment dans le code Python qui analyse la donnée en temps réel. Si le threshold que je définis, c'est 120 degrés, bah, dès que j'ai des records qui sont supérieurs à 120 degrés sur une durée donnée, bah, je vais instancier un SNS et envoyer dans un topic donné. Bah, SNS pour Simple Notification Service, pour ceux qui ne connaissent pas, ben, envoyer un email qui va dire, voilà, sur telle durée, j'ai telle métrique, donc quelle métrique est en train de dépasser quel seuil, qui a dépassé tel seuil pour telle période de temps. Et donc, l'idée, c'est que ceux qui sont bah, sur place dans l'usine, bah, ils puissent recevoir ce mail-là et s'il y a quelque chose à voir, bah, qu'ils puissent le voir. d'accord. Ok, ok, cool. Je vois. Il y a une question qui est dans le chat. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du coût de la mise en place d'une pipeline comme celle utilisée pour la démo? Tu veux répondre ou, Je ne sais pas si je peux vous donner des euros ou des dollars. Je pense que ça dépend vraiment de la quantité de données que vous allez processer. Après, Isis Data Analytics, en l'occurrence, ce n'est pas un service qui est offert. Je pense que c'est l'un des services les plus chers. Après, ce que je voulais dire, comme je l'ai mentionné sur Athena, c'est ce pourquoi vous payez. Donc, vous payez pour votre stockage S3, vous payez pour le scan, enfin, la quantité de données que vous scannez à chaque requête, vous payez pour votre licence QuickSight. Mais après ça, enfin, d'une entreprise à l'autre, selon les use cases, selon les quantités de données. Moi, je n'avais pas forcément le regard sur le billing, mais voilà quoi. L'important, c'est de pouvoir expliquer pourquoi vous payez. Et si on vous demande, peut-être que c'est un truc que vous mettez en place from scratch et que bah, les sous, c'est important, ce sera de pouvoir dire, voici ce pourquoi on paye, de faire peut-être une simulation avec, si on reçoit, je sais pas, 100 mégas de données par minute, qu'est-ce que ça va nous coûter, peut-être extrapoler ça sur une journée pour faire une présentation, mais ce pas des choses que j'ai eu à faire. Oui, juste pour compléter ça, effectivement, en fait, les services qui ont été utilisés sont essentiellement serverless. Ah oui. Donc, tu payes pour ce que tu utilises, en fait. Lorsque ton pipeline il tourne, tu vas payer pendant le temps qu'il tourne, en fait. Donc, Exactement. c'est très compliqué de pouvoir définir ou bien de pouvoir donner des coûts parce que chaque situation est différente et on ne peut pas prévoir à l'avance pendant combien de temps le système tourne, en fait. Et puis aussi, en tout cas, si tu veux en savoir plus
sur tout ce qui est coût. En général, le pricing de tous les services qui sont utilisés sont sur la page d'AWS, sur le site AWS. Donc, vous avez toute la partie pricing pour chaque service. Donc, vous pouvez avoir une idée de combien coûte par intervalle de temps, par temps, en fait, combien coûte chaque service utilisé pour mettre en place la pipeline. C'est très compliqué lorsqu'on est surtout dans le cas du serverless, de définir des prix. Si ce sont des services qui tournent H24 et que tu payes H24 et 7 jours sur 7, c'est un peu facile, mais lorsque ça tourne à la demande, c'est très compliqué. Donc, Après, juste pour rajouter, bah, ça, c'est des. Je pense qu'une fois que moi, je suis dans une boîte de service, nous, les pricing, on en fait assez. Hein. C'est pas forcément exactement ce que la personne a fini par payer, mais on fait des estimations. Donc, si elle nous dit, j'ingère, comme je l'ai dit, j'ingère telle quantité de données, toi, ce que tu peux faire, si. Donc, il y a deux cas. Donc, il y a le cas où tu as besoin de le faire pour un client, où tu mentionnes, bah, pour 100 mégas, pour 1 giga ingéré par jour, sur tel service, voici combien ça va nous coûter, ça vous fait un total de tel par mois. Et ça, c'est une estimation. Donc, on a toujours plus de données, des coûts cachés parfois un peu. Ça, c'est si vous avez besoin de le faire pour un client, mais si la question est posée aussi pour si moi je veux répliquer ça dans mon petit environnement AWS pour m'amuser, ça ne va pas vous coûter grand-chose en général parce qu'une fois de plus, serverless, ça veut dire si vous ne l'utilisez pas, vous ne payez pas. La fonction lambda, si elle ne tourne pas, vous ne payez rien. Votre Kinesis, si vous n'avez rien qui rentre, vous ne payez rien parce qu'on est sur du on-demand. Donc, c'est aussi ça l'avantage du serverless qui fait que, voilà, si c'est pour vous amuser dans votre petit environnement, vous n'avez pas à avoir peur que ça prenne des proportions voilà, des factures. Surprise. Donc, voilà. Super, super. J'espère qu'on a répondu à ta question. Je pense que c'est OK. Donc, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas hein, si vous avez, Après, moi, d'autres questions. Je pense que je vais partager mon email. OK. Ah non, je ne l'ai pas partagé, mais vous avez mon LinkedIn. Mon email, Ouais. je vais l'envoyer dans le chat au cas où il y a besoin, comme ça on ne retarde pas trop Olivier. Il y a que je OK. pense en train de dormir là. Voilà, même si les questions ne vous viennent pas maintenant, vous ne voulez pas trop les poser là, parce que voilà, vous avez la dernière que vous allez dîner, vous pouvez me les poser soit sur LinkedIn, soit par email. En tout cas, merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Godson, pour ta présentation. Moi, j'ai beaucoup appris. Comme Olivier, hein, je suis développeur pur et dur. Je n'y connais pas grand-chose à la data, mais j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris durant cette présentation. Merci beaucoup. C'est très bien présenté, très bien illustré. Et tout ce qu'on voulait également, c'est la démo. Voilà, pouvoir faire des choses concrètement. Et c'est ce qui a été le cas. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour ta présentation. Donc, comme ça a été dit, si vous avez des questions après, même qui vous viennent après, n'hésitez pas à écrire directement à Godson et, sur LinkedIn ou bien directement par mail. Le mail est dans le chat. Donc, n'hésitez surtout pas et posez toutes vos questions. Et également, pareil, si vous avez des questions pour moi aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou bien à envoyer un mail directement également sur LinkedIn. N'hésitez surtout pas. Je vais mettre tout ce qui est email, lien, Twitter, LinkedIn dans le chat un peu plus tard.